Bien, je vais vous lire ce thread. Donc, il rappelle quelques notions de définition, des éléments de réflexion sur les notions de souveraineté et d'indépendance énergétique. Et je trouve que sa réflexion est très intéressante. L'indépendance, c'est-à-dire la capacité à être autonome, en autarcie, sur notre approvisionnement en énergie, c'est un leurre. L'utilisation de l'énergie à une échelle supérieure à ce qui se faisait au XVIIIe siècle, ça demande des infrastructures. Je suis totalement d'accord avec ça. Le jour où on perd le pétrole et à la production globale d'énergie, je dirais les importations, on va revenir en gros à un niveau technologique pré-industriel, début de l'industrie. Moyenne de conversion, de transport, de distribution, ça vaut tant pour l'électricité que les carburants liquides et gazeux, d'origine fossile ou biologique. Toutes ces infrastructures demandent des ressources qu'on ne produit pas et ne produira jamais entièrement localement. J'ajoute que ces besoins en ressources minérales sont plus élevés dans votre mix électrique idéal que dans celui auquel aspire le gouvernement. Besoin de fortes surcapacités de production, de transport et de distribution en proportion de stockage. Donc, exemple, ici, les consommations annuelles moyennes de béton et d'acier pour le système électrique entre 2020 et 2050. Comparaison par rapport à la production annuelle actuelle en France, primaire et recyclée, tous secteurs confondus. Les scénarios M sont 100% renouvelables. Il est un petit peu bas celui-là. Attendez, je trouve un écran. Voilà, un écran qui fonctionne. Vous avez vu, hein, j'ai refait toutes les boîtes de chat et tout. J'ai essayé de faire ça bien, hein, sur tous les écrans. Bon, alors qu'est-ce qu'on constate? Effectivement, c'est que la consommation de ressources en béton, et il n'a pas parlé du cuivre notamment, de l'aluminium, etc., est beaucoup plus importante dans le cadre notamment des ENR. Béton et acier. Et bien évidemment, surtout le cuivre. Ici, la consommation annuelle du cuivre du système électrique entre 2020 et 2050, dans les scénarios primaires et recyclés, tous secteurs confondus, RTE 2021, on parle de différence en milliers de tonnes de cuivre par an entre les scénarios. Le problème qu'on a avec les ENR, que ce soit les panneaux solaires ou les éoliennes, c'est effectivement la consommation de ressources, parce que leur cycle de renouvellement est beaucoup plus rapide, ils en consomment beaucoup, ce sont des énergies diffuses, donc il faut énormément d'unités de production pour arriver à produire de l'énergie. Donc l'un dans l'autre, c'est vrai que ça consomme pas d'uranium, mais l'énergie nucléaire étant tellement concentrée que finalement, c'est pas sûr qu'on soit gagnant en essayant de produire que de l'ENR en termes de ressources. En France, il n'y en a pas de cuivre, notamment. On est obligé de l'importer. Les rares mines de cuivre qui restent sur le territoire, elles sont taries en fait, il n'y en a plus dedans. Tout ça pour dire, l'indépendance c'est un mirage, mais encore plus immatériel sans le nucléaire qu'avec. Alors pourquoi vante-t-on le nucléaire comme levier d'indépendance? Pourquoi est-ce que le nucléaire c'est un levier d'indépendance? Et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. En fait, le terme approprié serait souveraineté. La souveraineté énergétique suppose de disposer de capacités de production et d'adaptation sous une double contrainte économique et environnementale. Il s'agit d'être en mesure de garantir une production domestique maximale, que de disposer d'une capacité d'adaptation aux éventuelles lacunes de cette production. La définition que je trouve claire, proposée par votre collègue, M. Antoine Armand, dans son rapport dont vous avez forcément entendu parler. Le nucléaire et la souveraineté, ça donne quoi? Prenons une éolienne, pas littéralement, c'est encombrant, j'en ai plein qui traînent en kit à 2 pas de la maison. Une éolienne, ce sont au pire des constituants qu'on importe, au mieux des matières premières. On mixe quelques machines, des bravaillants et de la matière grise et pouf, production d'électricité. Bon, le nucléaire c'est pareil. On importe des matières premières, notamment métalliques, et pouf, production de chaleur et d'électricité domestique. Aucun pays ne peut nous couper notre approvisionnement en électricité éolienne ou nucléaire. On est les maîtres à bord, pas comme le pétrole ou le gaz, où les vannes peuvent se fermer en quelques mois. Et c'est là un gage de souveraineté, une production domestique maximale, bien abritée des influences malveillantes. Alors c'est pas fait, il y a des lacunes. Si on nous coupe l'approvisionnement en cuivre, on ne raccordera plus nos parcs éoliens au réseau et on arrêtera vite de les produire.
Si on ne peut plus fabriquer ou acheter de batteries, l'intermittence va être insurmontable. De plus, quand les parcs, avec leur durée de vie limitée, doivent être renouvelés, il va falloir des flux de matière considérables, même en recyclant bien. De même côté nucléaire, les installations durent très longtemps, mais ce sont les cœurs qu'il faut renouveler. Et si on nous coupe l'approvisionnement en uranium, il y a un moment où ça va coincer. Donc le second volet de la souveraineté, c'est notre capacité à faire face à ces lacunes. Et pour le nucléaire, cette capacité est colossale. Marché non tendu, stock sur plusieurs années, production dominée par des pays stables, voire alliés de l'OCDE. Oui Richard, les éoliennes et le photovoltaïque sont pas fiables à 100%. Alors moi j'ai 1 kilo de photovoltaïque à la maison. Ça fait plusieurs années que je mène des tests et que j'ai fabriqué moi-même mon installation. Là il faut que je la remonte parce que voilà. Bref. Et fiable, ça dépend. Franchement, ça dépend. Le problème, c'est que moi, j'avais des ruptures d'approvisionnement, ce qui est normal avec que du photovoltaïque et des batteries, parce que je consommais trop sur la maison par rapport à ma prod. Maintenant, à l'échelle d'un pays, je pense que le problème est le même. Et le gros problème, c'est le fait que ce ne soit pas pilotable et que ce soit intermittent, surtout. Rien que ces 3 points, examinez-les, comparez au pétrole et au gaz. Car ça, c'est la référence de la dépendance énergétique. Ce sont les produits pétroliers et le gaz qui font encore 2/3 de notre approvisionnement en énergie. Des marchés tendus qui font que dès qu'une production menace de baisser, les prix s'envolent. Des stocks stratégiques de 3 mois, mais des pénuries à la pompe après une semaine de blocage des dépôts. Production dominée par... Bon, on a tous vu ce que ça donnait en 2022. Mais les atouts du nucléaire, pour pallier le fait de devoir importer certaines matières premières, ne s'arrêtent pas là. Parlons pognon. Aujourd'hui, quand le prix du pétrole prend 10%, les carburants vont prendre à peu près autant et ça pique. Par contre, quand le prix de l'uranium prend 10%, ça fait mal. Aujourd'hui, sur une facture de 100 € d'un particulier, l'uranium c'est environ 3 €. Ajouter 10%, c'est 3,3%. 10% sur l'uranium, c'est 0,3% sur la facture en gros. Le nucléaire permet un énorme effet amortisseur entre les prix de la matière première et le prix usagé. Et ça veut dire qu'on n'est pas pris à la gorge par les producteurs. Ils veulent qu'on leur cède le droit d'annexer une province d'un de leurs voisins, sinon ils montent les prix. Qu'ils montent les prix. C'est pas cher payé pour éviter une guerre. Pourquoi cet effet amortisseur? Parce que le nucléaire, c'est bien davantage de matière grise que de matière minérale. L'uranium, sur le marché, il va passer par un paquet d'étapes avant de produire de l'électricité. On va prendre le chemin à l'envers. Pour produire de l'électricité, il faut déjà des turbo-alternateurs qui vont bien. Les grosses turbines en France, on aime bien, c'est une grosse valeur ajoutée, et ajouter chez nous, c'est cool. La turbine, elle va être alimentée par une chaudière, un réacteur nucléaire. Le réacteur nucléaire en lui-même, il a peu de valeur. Je crois qu'on le sait tous. Dans ce réacteur, du combustible nucléaire. C'est pas un tas de cailloux en vrac, c'est un assemblage hyper sophistiqué de ressorts. Et il cite un vieux Stride. Cet assemblage, on le fabrique en France à partir de métaux très purifiés et de dioxyde d'uranium enrichi. Il a donc fallu enrichir une étape cruciale à très fort savoir-faire et qui a un coût non négligeable. On sait faire en France, on fait en France. Pour enrichir, il faut que l'uranium soit une forme moléculaire fluorée. Or, sur le marché, c'est un oxyde. Dans le combustible, c'est un oxyde. Il y a donc de la chimie pour la fluoration et défluoration. Et c'est encore en France que ça se passe. Finalement, le prix du kilowattheure nucléaire, sans taxe ni transport, c'est le réacteur, c'est le combustible, c'est l'enrichissement, c'est la chimie, c'est la production d'uranium. Si le prix de cette dernière bouge, ça ne change pas le reste, donc pas le gros de la valeur. On a donc une faible sensibilité au prix de l'uranium et donc aux conditions fixées par ses producteurs. Et en plus, tout le reste de la chaîne de valeur bénéficie à l'économie française. C'est de l'argent qui reste, pas qui part à l'étranger. Donc cette non-vulnérabilité au prix de l'uranium s'ajoute à ce qu'on a énuméré avant. Flexibilité, stabilité du marché, stock, partenariat stratégique. Finalement, cette chaîne de valeur, ça rappelle pas mal le photovoltaïque. Le silicium, c'est pas cher, abondant, facile à produire. Mais entre un Lego de silicium et un panneau solaire, il y a de la grosse ingénierie et industrie. Donc je ne pense pas
le prix du panneau du photovoltaïque très sensible à celui du silicium. Par contre, ça laisse d'autres lacunes déjà vues dans cette infographie. Oui, par rapport à la souveraineté que nous avons, que nous voulons avoir, voilà, sur le photovoltaïque, forcément, vous voyez, les panneaux polycristallins, bah, c'est 80% fabrication en Chine, 96% pour les... Je sais pas ce que ça veut dire, wafers. Ah, c'est les structures. Ah, d'accord, c'est la structure et l'aluminium, ok. Cellules, modules, donc vous voyez, on est totalement pour le photovoltaïque dépendant en fait de la Chine. Puisque c'est eux qui sont les leaders de la fabrication de ce truc-là. D'ailleurs, mes panneaux chinois sont des vieux Suntech, mes panneaux solaires, pardon, sont des Chinois. Alors, je continue. L'occasion d'aborder la question de criticité des matières premières, c'est directement un paramètre de souveraineté. Plus une matière est critique, plus elle altère notre souveraineté énergétique dans le cas qui nous intéresse. La criticité, c'est une notion qui dépend elle-même de deux paramètres. À quel point l'approvisionnement en une ressource X est vulnérable, susceptible d'être compromise pour des raisons de rareté, géopolitique ou de prix, et à quel point une rupture d'approvisionnement serait grave pour notre économie. À l'échelle française, la criticité évaluée par le BRGM-FR, et ça donne ça, c'est pas très joli, mais plutôt lisible. Oui, Surdoc, si on se base sur la technologie solaire, on sera dépendant de la Chine pendant encore un bon moment, le temps que notre industrie se mette en place. Mais je vais en parler ensuite, je vous dis, faut pas que je me laisse distraire. J'ai tendance à trop vite digresser. Donc, sur ce graphe-là, on voit... non, c'est pas celui-là. Pas celui-là non plus. Voilà. Donc, en gros, de toute façon, je vous mettrai les liens, hein, toujours comme d'habitude. En fait, selon les matériaux dont on a besoin, il y a très peu de substances qui sont à criticité faible. On est plutôt dans des criticités moyennes puisqu'on se sert énormément de ressources, de métaux, de minéraux, etc. dans notre industrie et pour énormément de choses. Donc on est dépendant d'énormément de choses puisqu'en France, encore une fois, nous n'avons quasiment plus de minerais. On n'a plus de mines, on produit encore un petit peu d'aluminium et encore, Péchiné, ils ont pas mal fermé. Donc c'est compliqué de parler de tout ça, d'essayer en tout cas de parler d'indépendance. Bon, par contre, ça nous donne que les éléments, pas leur emploi. Après, il faut aller chercher dans le détail, ça je vous laisserai aller voir aussi. Mais au niveau de l'Union européenne, le JRC propose ce récapitulatif. Il indique quels éléments servent à quels usages, mais sans pondérer sur la part de l'importance de la quantité. Ce graphe est assez intéressant. On s'aperçoit... Ah là là, allez, je vais le mettre en full... Donc voilà, par exemple, si je prends le lithium, il sert dans les batteries, il sert aussi dans l'électronique forcément, dans les data centers, dans les supports de tout ce qui est informatique, dans les drones, dans les satellites, etc. Et c'est très intéressant, vous voyez, le cobalt il sert à beaucoup de choses aussi. L'aluminium on le retrouve partout, le nickel on le retrouve quasiment partout, le silicone... Métal, silicone, pareil, partout. C'est vraiment hallucinant. On a besoin de tellement de ressources. Bon, toujours est-il qu'au niveau français, européen et mondial, on s'alarme sur l'énorme dépendance de la transition énergétique à de très nombreux minéraux critiques. Bon, c'est ce que je viens de dire. Et pendant ce temps, la filière de la production d'uranium affronte depuis des décennies des prix durablement bas qui ne stimulent pas la production et l'investissement, une demande faible et une production excédentaire, même avec les sources secondaires. Alors là, il met un coup de savate à Julien Bayou, donc vous là, Julien Bayou, un prétendu chef de file de l'écologie politique, vous pensez que ça vous valorise de complètement nier les alertes du BRGM en France, du JRC en Europe et de l'AIE dans le monde sur les risques qu'encourt la transition énergétique. De ne pas vous intéresser à un problème majeur et consensuel et vous occuper à faire votre petite com médiocre sous des faux problèmes qui sont l'hyperfixation identitaire de votre parti. Alors,
Et enfin, j'aimerais aborder un dernier sujet, le recyclage pour réduire la dépendance. Alors il ne faut pas se faire d'illusions, pour les énergies renouvelables, les batteries, les réseaux, ça ne compte pas ou marginalement aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut tout faire croître, ajouter du nouveau bien plus vite qu'on retire l'ancien. Si je regarde les matériaux nécessaires à l'augmentation de la capacité éolienne de 200 MW par an, je veux dire, je vais démanteler 200 MW de vieil éolien et recycler les matériaux, ça rehausse l'objectif à 2200 MW par an. On gagne rien, pardon, j'ai mal lu. On veut augmenter de 2000 MW par an et on va démanteler 200 MW de vieil éolien. Donc du coup, effectivement, on ne gagne pas grand-chose. Enfin, on gagne des installations neuves à la place des anciennes, mais ça n'a pas de gain sur la matière première. Quant aux batteries de véhicules électriques, on ne recycle quasiment rien aujourd'hui puisque les véhicules sont quasiment tous neufs. Recycler c'est cool, je ne dis pas le contraire, mais c'est pas une réponse joker aux lacunes d'un système tout renouvelable vis-à-vis d'une volonté de souveraineté. En revanche, côté nucléaire, les matières nucléaires, ça se recycle. Il y a des pertes évidemment. Avec les meilleurs procédés de recyclage imaginables, la physique fait que sur 100 kg d'uranium qu'on extrait du sol, il y a facile 600 grammes qui sont fatalement perdus. Mais bon, on va pas se refuser une solution parce qu'elle n'est pas parfaite, n'est-ce pas? Même si on recycle que 10 kg, c'est toujours ça d'économiser. Et pourtant, le recyclage, votre parti est radicalement contre. On recycle le plutonium pour réduire de 10% le besoin en uranium naturel. À production électrique égale, vous luttez contre. On propose de recycler l'uranium pour gagner 10% supplémentaires, vous luttez contre. On met en place des prototypes et des démonstrateurs pour acquérir les savoirs et les savoir-faire pour recycler 99%. La plus grande fierté de la lutte antinucléaire d'Europe Écologie Les Verts est d'avoir mis fin à cette ambition. Donc ouais, voir un Julien Bayou dont le parti s'est construit sur l'opposition au nucléaire, donc le soutien au gaz, au charbon, rejoint plus tard par le solaire et l'éolien, tous moins performants que le nucléaire en matière de souveraineté énergétique, même parti dont le principal fait d'armes est d'avoir sacrément repoussé la perspective de ne même plus avoir besoin d'importer d'uranium un jour pour faire tourner le parc nucléaire. Voilà. Sans parler de tout le développement nucléaire futur, n'est-ce pas? Je reviens sur mon écran. Voilà, donc je voulais vous lire ce thread et puis je vais en parler un petit peu. Je suis assez d'accord, moi je vous l'ai dit, les écolos ils m'énervent en ce moment parce qu'ils sont sur leur idéologie au lieu d'être pragmatiques. Et je crois sincèrement que la crise climatique est suffisamment grave pour qu'on ne puisse plus se permettre de faire de l'idéologie. Alors, je rattrape un petit peu le chat. Alors, c'est une sacrée discussion, Revan. Est-ce que je suis le seul à penser, hélas, qu'on devra renoncer à nos libertés individuelles au nom du climat? Je pense qu'effectivement, on va devoir le faire. Et je pense pas qu'on le fera de manière volontaire. Peut-être il y a un petit espoir avec la nouvelle génération qui a un petit peu plus de conscience écologique que la mienne de génération. Mais ça va être compliqué. Je crains qu'on arrive effectivement à des systèmes politiques, en tout cas, qui seront pour moi des dictatures vertes quelque part. Oui, mais le principe de souveraineté est catalogué à droite maintenant, donc les partis de gauche, ils sont frileux. Alors oui, je veux pas rentrer non plus trop dans cette discussion-là par rapport à la souveraineté et la gauche. Il y a beaucoup de choses qui me gênent que la gauche moderne a abandonnées. Et c'est pas que la souveraineté en fait. C'est aussi quelque part le travail, c'est aussi quelque part la sécurité, la gestion de l'immigration. Il y a beaucoup de choses que je trouve que la gauche moderne a complètement zappé et a laissé à la droite. Et je le dis souvent que je le prends comme exemple. Il n'y a rien qui m'énerve plus actuellement sur le plan politique que d'avoir associé le drapeau national à l'extrême droite. Ça me gave vraiment, quoi. Si je veux mettre un drapeau français à ma maison, je vois pas pourquoi on me cataloguerait comme étant un facho. C'est notre drapeau national, on est peut-être un des seuls pays du monde à en avoir honte, enfin avoir une partie de notre population qui en a honte. Je trouve ça ignoble. Donc ouais, la gauche actuelle, moi vous le savez, hein, j'ai toujours été de gauche, mais la gauche actuelle, j'y arrive plus, je suis désolé quoi. Je suis plus du tout d'accord avec eux sur beaucoup de choses.
beaucoup de choses. Moi, je veux une gauche sociale, je veux une gauche qui s'occupe des gens. Je veux pas une gauche qui cherche à nous diviser en permanence et à supprimer toutes les différences. C'est la gauche universaliste, comme j'ai appris, comme elle était, quoi. C'est celle-là, ma gauche idéale. Donc, je reviens sur le principe de souveraineté. Effectivement, moi, je suis un souverainiste. Hein. Je dis que si on pourrait se passer d'État, pourquoi pas? Si on pouvait faire une nation à l'échelle planétaire, pourquoi pas? Mais c'est pas possible, c'est une utopie. Il y a trop de différences culturelles. Quand on voit ne serait-ce que les différences culturelles qu'on a en France, entre le Nord et le Sud, j'imagine même pas faire une nation mondiale. Mais ça serait l'idéal. Maintenant, puisqu'on doit avoir une nation, je veux qu'elle soit souveraine. J'y tiens, vraiment. Mais bon, ça c'est ma position. Ouais, l'opposition... Alors, l'opposition nucléaire, j'ai pu voir que deux schémas en réalité, que l'uranium pollue, mais que surtout on l'extrait de pays pauvres sans compensation. Et le deuxième schéma est le fait que le nucléaire est trop dangereux pour être utilisé à l'heure actuelle au vu de notre technologie de recyclage. Malheureusement, nous avons une politique supranationale de dépendance énergétique, donc en soi est un peu soumis à cette politique pour être bien vu. Donc il n'est pas étonnant de voir ça. Donc il n'y a aucun argument contre le nucléaire, hormis le sophisme. Ouais, je sais. Oui, je comprends. En fait, ils confondent beaucoup. Ils confondent beaucoup le nucléaire militaire et le nucléaire civil. Je ne parle pas de manière consciente, mais de manière inconsciente. Beaucoup de gens ont peur du nucléaire parce que c'est vrai que c'est dangereux. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo, nos ingénieurs, c'est pas des fous. Et ceux qui travaillent dans les centrales nucléaires, moi j'ai confiance en eux. Déjà parce que c'est leur vie directement qui est en jeu. Donc, on a un vrai niveau, je pense, en France technologique. On l'a perdu parce qu'il y a eu du clientélisme politique qui ont effectivement stoppé les projets de déploiement. Quant au recyclage du nucléaire, ben, je suis désolé, mais Bure, c'est quand même un bon système, quoi. Il est quand même assez bien pensé. Et les contraintes des déchets nucléaires que l'on a actuellement, pour moi en tout cas, elles sont bien inférieures aux contraintes des déchets que génèrent les autres sources d'énergie, ben, notamment la pollution atmosphérique et les sols, quoi. Donc, pour moi, le nucléaire, ça reste une bonne énergie dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement, qui est décarbonée réellement, qui est extrêmement dense, donc qui occupe très peu d'espace au sol, qui permet de générer beaucoup d'énergie avec très peu de matériaux, qu'on peut en plus recycler, puisque l'uranium, on va passer sur du plutonium. Et effectivement, si on avait eu un gros développement de certains surgénérateurs et des nouvelles technologies, on pourrait alimenter des réacteurs avec du plutonium, plus en tout cas. Et donc, ce qu'on considère comme des déchets actuellement seraient des ressources pour la suite. En soi, toute chose est dangereuse parce que quand on regarde les usines Seveso, oui, c'est pas du nucléaire, mais ça peut créer de gros problèmes de santé écologique et on les entend pas sur ça. Ben oui, je regardais hier soir la nouvelle vidéo d'AstronoGeek sur Bhopal, l'incident de Bhopal. Ben on voit bien que c'est pas du nucléaire, mais que ça a été une catastrophe ce truc-là quand c'est géré par des... j'ai trop de gros mots dans ma tête là. Par ces gens-là, voilà. Donc oui, l'enfouissement, encore une fois, c'est du fantasme par rapport au danger. J'ai entendu beaucoup d'arguments de pseudo-écolos qui disent oui, mais on va pas enterrer des denrées, enfin du minerai dangereux pour les générations futures. Bon, Bure, c'est 600 mètres de profondeur environ, dans une zone qui a été choisie géologiquement, pas pour rien. Actuellement, il n'y a toujours pas de déchets dans Bure. Pour l'instant, c'est toujours une zone d'expérimentation. Elle sera active d'ici une dizaine d'années. Et ensuite, l'urgence actuelle, c'est de régler les problèmes climatiques, c'est de régler les dégagements de carbone et de gaz à effet de serre. Ça, c'est l'urgence. Savoir que dans 15 ou 20 000 ans, il y a peut-être quelqu'un, un humain qui aura, ou une autre espèce que l'humanité, qui aura envie de creuser 600 mètres pour ressortir des déchets nucléaires, franchement, perso, balèque. Voilà, dans 15 000 ans, si les gars ils ont la technologie pour creuser 600 mètres de fond et récupérer ce genre de matériaux, je me dis qu'ils auront la technologie pour détecter le danger en fait.
Donc voilà, moi le nucléaire, je vous avoue que voilà, il y a une quinzaine d'années, je pensais que c'était une très bonne énergie de transition et que ça aurait été bien d'aller vers autre chose. Maintenant, je suis moins convaincu de ça, avec plus de connaissances, voilà. Et je pense que le jour où on aura ne serait-ce que la fusion nucléaire, là on va régler nos problèmes. Mais la fusion nucléaire, on l'aura pas avant au moins 40 ans. Salut Jean-Paul. La fusion nucléaire, on l'aura pas au moins avant 40 ans, donc c'est bien que... Et nos centrales nucléaires, elles ont à peu près encore 15-20 ans de durée de vie avant qu'on doive les changer. Donc ça serait bien de mettre à profit cette période-là pour en reconstruire d'autres, régénérer et entretenir celles qui fonctionnent, de façon à ce qu'une fois que la fusion sera prête, on pourra prendre le relais. Et très honnêtement, une fois qu'on aura la fusion, le photovoltaïque, l'éolien, etc., enfin toutes les autres productions d'énergie deviendront quasiment caduques ou seront des unités de production locales qui pourront alimenter localement des choses.